Bonjour. Et bonjour tout le monde. Ah, le joli mois de mai. Il est beau ton générique là, c'est quoi? C'est le temps des cerises? Bon, alors c'est Solidaire d'abord, cette émission que l'on peut faire grâce à Fréquence 7, qui est différente et pas pareille. Hein. Heureusement que Fréquence 7 est encore là, parce que on a l'impression que tout est en train de devenir pareil, conforme, etc. En ce moment, il y a une grande vague comme ça, malgré l'hésitation de Trump au sommet de sa gloire, qui est en train de peut-être se casser la gueule, mais bon. Toi aussi, dans ta voiture, tu peux crier « Vive Fréquence 7 ». Alors, bon, on va parler de ce mois de mai, entre autres du 1er mai, mais aussi d'un autre mai qui s'est passé peu de temps... mai 68 avant. Ah non, encore avant. Ouais. Alors, 1er mai, le 1er mai, est-ce que vous savez quand la date du 1er mai a été choisie ? Bien, elle a été choisie le 20 juillet 1889, c'est-à-dire 100 ans après la Révolution française. Elle a été choisie, cette date, au cours de la Deuxième Internationale. Donc cette Deuxième Internationale, qui était quand même quelque chose de très très important, qui se passait, comme son nom l'indique, peu après la Première Internationale. Hein. Finement observé. Ouais. Bon, alors voilà, il y a 22 nations qui sont là, et en 1889, il y a aussi une exposition universelle à Paris. Et donc, quelque part, les ouvriers veulent marquer le fait que le monde n'appartient pas qu'aux joyeux entrepreneurs. Hein, et que... Ils sont joyeux les entrepreneurs. Ouais, enfin bon. Je croyais que c'était beaucoup de soucis tout ça. Aux joyeux petits patrons peut-être aussi. Donc là, 100 ans après la Révolution française, il y a cette Deuxième Internationale qui se réunit à Paris, à côté de l'Expo universelle, et ils cherchent une date pour arriver à montrer que, de façon internationale, les ouvriers veulent avoir un peu plus d'émancipation. Voilà. Et donc cette émancipation, elle va être tenue par un slogan qui est 8-8-8, un triangle en fait, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. Le fameux triangle rouge. Le fameux triangle rouge. Celui qui sera cousu sur les mecs qu'on enverra dans les camps de concentration parce qu'ils sont trop de gauche. Oui, c'est ça. C'est à peu près ça, ouais. Bon, alors la Statue de la Liberté vient d'être inaugurée en 1886, c'est un cadeau de la France aux États-Unis, et à Chicago, ville particulièrement prolétaire, oui. Hein, s'il en est, qui compte 500 000 âmes. Là, à Chicago, vient de se passer quelque chose de très important. Vous allez voir pourquoi je parle de ça comme ça. Hein. Il y a eu, en fait, un truc anglais, américain, qui s'appelle Night of Labor. Je ne sais pas si je prononce Night of Labor. Et c'est les chevaliers du travail. C'est en fait des ouvriers, alors à la fois qualifiés et non qualifiés, qui se sont mis en corporation, en gros, enfin, qui ont réussi à se mettre ensemble pour dire, nous, on veut un droit du travail, autre que ce qui est en cours. Et cette société, qui est une société secrète au départ, très vite, en 1886, il y a 1 million d'adhérents. C'est pas rien quand même. Et le 1er mai à Chicago, c'est une date comptable d'abord, avant d'être une date révolutionnaire, c'est parce que c'est aussi là que commence le début des contrats de travail chaque année. En fait, pour une histoire d'année comptable, c'est ce moment-là. Alors, ce 1er mai 1886, avec Albert Parson, qui est le chef des chevaliers du travail, hein, tout le monde s'organise pour faire une grande manif et une grande grève. Et puis le 3 mai, la police, parce que ça continue, alors grève générale, etc. Le 3 mai, la police ouvre le feu. Le 4 mai, à 22h30, il y a une bombe qui explose et on va pouvoir accuser les anarchistes de tous les maux comme d'habitude, quoi. Hein. Et il y a quand même 8 policiers qui sont morts, il y a 4 manifestants qui sont tués au passage. Alors c'est peut-être utile quand même juste de rappeler qu'à cette époque-là, on est dans les débuts du syndicalisme, que le syndicalisme est constitué
quand même beaucoup d'anarchistes, de communistes, de libertaires, de socialistes, et que tout ça est encore en cours de définition. Ce sont des courants qui existent, des mots qui existent et qui sont utilisés, mais que c'est en train d'être défini. Il y a aussi, à l'époque, chez les anarchistes, encore la doctrine de la propagande par le fait, c'est-à-dire des attentats qui ciblent des lieux de pouvoir de la bourgeoisie et qui cherchent pas à faire nécessairement des victimes humaines, mais qui cherchent surtout à faire des dégâts matériels pour montrer, envoyer un message de dire que la propriété c'est le vol. Alors, est-ce que cette bombe est une bombe, parce qu'on cherche toujours, on est toujours pas sûr, 150 ans plus tard, est-ce que cette bombe a été envoyée par la police? Est-ce que cette bombe a été, est-ce qu'il y a Est-ce que c'est un faux drapeau? Est-ce que c'est un faux drapeau? Voilà, tout à fait. Mais en fait, donc, à la sortie, il va y avoir 8 chefs de cette révolution en cours du 1er mai qui vont être choisis. Ils vont être jugés immédiatement. Et là, les juges, alors ils vont avoir des mots très très durs sur eux parce que en fait, il y a un des juges une des personnes qui les accuse, qui dit ils sont pas plus coupables que la foule. Ne vous faites pas d'histoire, mais par contre, faites-les pendre. Et nous sauverons nos institutions et notre société. Donc ces 8... Traduction, faites un exemple. Faites un exemple, voilà. Et donc on en pend 4 quand même, excusez du peu. Et tout le monde... il y a une grande indignation qui résulte de ça. Et quelques années plus tard, en 1793, ce jugement sera cassé. Voilà, il me semble, ils ont été réhabilités par la suite. Voilà, ils ont été réhabilités. Mais donc on a pendu des innocents. En 1889, ça vient juste de se passer. Eh oui. Et donc, c'est ce qui va expliquer que lors de cette deuxième internationale, le 20 juillet 1889, la date du 1er mai sera choisie comme date d'un mouvement internationaliste. Voilà. Et quelques temps plus tard, à Fourmies, en France, donc en 1891, à peine 2 ans plus tard, il va y avoir un truc absolument scandaleux aussi. Alors là, il y a 9 tués, les soldats qui tirent sur les manifestants, des enfants, des femmes qui sont tués. Oui. Là, c'est complètement fou. Ils ont tué des femmes et des gosses qui étaient là en train de manifester. Waouh. Ouais. Voilà. Et donc, pour finir sur cette histoire du 1er mai, c'était pour rappeler que c'est peut-être pas tout à fait ce que nous dit Gabriel Attal. Oui. Voilà. La préparation, on en parlait, et tu disais que ils essayent en gros de dire que tout ça c'est pas grand-chose, c'était il y a longtemps, c'est plus vraiment d'actualité, etc. Tu remarqueras qu'ils font toujours ça. En gros, les victoires du peuple et les choses qui ont mis la bourgeoisie en danger à un moment donné, c'est toujours pas grand-chose, c'est des choses du passé, c'est plus d'actualité, parce que tu sais, il faut innover, tu te rappelles. Par contre, en réalité, ce que ça montre, cette attaque-là sur le 1er mai qu'on a maintenant, c'est surtout que ça continue d'être une épine dans le pied de la bourgeoisie, et qu'ils ont très très peur. Ils ont eu très très peur à l'époque, et ça rappelle à tout le monde que la plus grande peur de la bourgeoisie, c'est tout simplement un peuple qui s'organise, qui s'auto-organise, et qui lutte pour ses droits, quitte à en crever, mais qui lâche rien. Alors là où ça va être aussi intéressant de voir la fin de cette histoire quelque part, des 8 heures, pas la fin du 1er mai, mais la fin des 8 heures, c'est que c'est Clémenceau en 1919, donc juste après la guerre de 1918, qui est obligé de lâcher du lest et qui est obligé d'accorder cette journée de 8 heures. Donc on voit bien que Clémenceau, qui était quand même quelqu'un de très très ouvert à une société plus sociale. Oui, c'était un grand progressiste. Voilà. Pratiquement un communiste. Voilà. Donc c'est lui qui... Non, il était obligé. C'est lui qui est obligé de lâcher ça. Bien sûr. Mais de toute façon, la bourgeoisie, dans le siècle et demi qui est passé, chaque fois qu'elle a lâché quelque chose, c'est parce qu'on lui a tordu le poignet. Alors toi, Julien, tu es venu pour parler de la commune ou des communes. Des communes, bah oui, parce que l'idée là, aujourd'hui, on s'est un peu demandé avec Michel, on s'est demandé comment est-ce qu'on va parler de la commune, parce que vous savez que c'est dans la période qu'on est en train de traverser là maintenant, on est au début du mois de mai, du 18 mars jusqu'à la fin du mois de mai, en 1871 il y a eu la commune de Paris, mais il y a eu aussi d'autres communes, et notre but c'était de pas en parler comme ça en était parlé des millions de fois déjà, parce qu'évidemment il y a plein de gens qui se sont intéressés à la question, donc notre point d'accroche, notre plan d'attaque, c'était de le faire pas ni par le biais de la chronologie, ni de trop se focaliser sur la commune de Paris. Notre idée, c'était de parler un petit peu des communes,
et puis surtout de faire un peu un instantané de qu'est-ce qui se passe à l'époque, de qu'est-ce qui se joue réellement en dessous des apparences, et de voir un peu qu'est-ce que voit à l'époque quelqu'un de l'époque qui voit tout ça arriver, et essayer d'expliquer un peu quelles sont les circonstances qui permettent aussi à un moment aussi extraordinaire d'arriver. Le contexte. Donc le contexte, il y a eu la révolution de 1789, évidemment, mais après, il y a eu d'autres choses, 1830, 1848. Voilà. Donc le premier truc qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu une commune, mais des communes. Il y a eu la commune de Paris, il y a eu la commune de Lyon, il y a eu la commune ou même les communes de Marseille, il y a eu Toulouse, Limoges, Le Creusot, Saint-Étienne. Il y a eu plusieurs villes en France qui sont déclarées communes indépendantes. Seulement, elles ne se sont pas déclarées communes indépendantes comme ça un matin en se levant. Il y a tout un contexte qui explique en fait ce moment dans l'histoire de la France. Comme tu l'as dit, il y a eu 1789, c'est un petit peu le point de départ. Pour la première fois, on va flinguer un roi. Pour la première fois, un peuple européen se soulève, renverse la monarchie, appelle la République, demande le suffrage universel, certes masculin, mais universel, des hommes. Et puis donc, on a un changement complet de paradigme de ce qu'est la politique en Europe à ce moment-là. On a un État extrêmement puissant, la France, avec une très très longue histoire dans l'Europe, la fille aînée de l'Église et compagnie, qui change complètement de main, et tout d'un coup c'est le peuple, la démocratie, le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc c'est complètement incroyable, c'est un coup de tonnerre dans la politique mondiale, et à la suite de ça s'ensuit un siècle de flou artistique, ou même on pourrait dire pas flou du tout. En fait, ma lecture de tout ça, c'est qu'il y a deux forces qui s'affrontent. Il y a d'un côté le collectif, le commun, ce qui était le communautaire, la commune, et de l'autre, l'empire. L'empire qui pouvait être tantôt une monarchie, tantôt un empire, tantôt une république bourgeoise, tantôt une restauration bancale, tantôt un second empire encore plus minable que le premier. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui ont le pouvoir, qui tirent profit des situations de pouvoir et de domination, et qui comptent bien le garder, en face d'autres gens qui sont les gens du peuple, qui n'ont pas le pouvoir et qui aimeraient bien pouvoir décider de leur destinée. Donc en gros, tu nous dis, il y a la restauration, les empires, etc. Tout ça, on peut c'est une instabilité. Un peu mettre tout ça dans le même sac. Il y a une certaine conception du pouvoir, en tout cas. C'est une instabilité qui se passe pour répondre finalement à ce qui s'est passé avec la Révolution française. La Révolution française, on l'a déjà vu, on en a parlé un peu, ça a arrangé la bourgeoisie, parce que ça permettait à la bourgeoisie de prendre le pouvoir. Mais il faudrait pas non plus trop que le peuple en profite, parce que l'idée c'est de prendre le pouvoir, c'est pas non plus de trop le diviser. Donc ça va donner naturellement derrière l'empire, on va donner les clés à Napoléon pour qu'il puisse faire l'empire, pour que la bourgeoisie ait ses petits intérêts bien préservés. Puis quand y a plus Napoléon et que ça tient plus, parce que ça tenait quand même beaucoup autour de sa personne finalement, on va chercher à faire une restauration en fait, on va chercher à ramener de la monarchie dans tout ça. Et puis quand ça tient plus, parce que le peuple il veut vraiment pas d'une monarchie et qu'on a des révolutions, des révoltes populaires très très fortes et même des révolutions, on va repasser à la République bourgeoise, foireuse et bancale qui était l'ennemi de Robespierre qui représentait, on peut le dire avec les sans-culottes, les enragés et tout, qui représentait la frange populaire de la Révolution, la Révolution qui voulait une république démocratique et sociale, en face d'une république bourgeoise qui sert les intérêts de la droite, des banquiers, des marchands. Alors tu expliquais tout à l'heure quand on préparait qu'entre 1852 et 1870, c'est-à-dire ce second empire, oui. Là s'établit vraiment, se met vraiment en place le capitalisme. Et oui, parce que la bourgeoisie, elle n'a pas que ça à faire de prendre le pouvoir. Il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'elle va en faire. Et ce qu'elle va en faire, c'est enraciner durablement le capitalisme, enraciner durablement cette organisation économique dans le tissu social, politique, français. Donc ce second empire, c'est le moment où le capitalisme s'enracine en France, sous sa forme moderne, avec beaucoup d'industrialisation, un très fort exode rural, une explosion du nombre des ouvriers, comparé à ce qu'était avant des fermiers, une explosion de la misère également, et une construction d'énormément d'infrastructures qui vont profiter essentiellement à la bourgeoisie, des routes, des chemins de fer, des ports, le canal de Suez, évidemment, et tout ça, ça va également conduire à faire des grands boulevards dans les boulevards Haussmann, voilà, qui empêcheront qu'il y ait des révoltes également, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est dans cette double dynamique
dynamique de je vais pouvoir avoir une ville qui est propre, où je peux faire circuler mes marchandises, où je peux vendre bien, qui présente bien avec des beaux étals, enfin des beaux magasins. Et en même temps, surtout, je vais régler ce problème de quartiers populaires inextricables qui sont des labyrinthes dans lesquels on peut se faire couper la gorge à tout moment, et qu'à un moment donné, quand le peuple il se soulève, bah finalement c'est son terrain de jeu. Et là, bon courage pour aller l'en déloger. Quelque part, le peuple est l'ennemi intérieur. C'est ça. Alors oui, oui, c'est un peu ça. D'ailleurs, on le voit avec la construction des forts autour de Lyon et également autour de Paris à ce moment-là, parce qu'on sort toujours pareil, on parle de contexte. Donc on a ce contexte politique là, avec la bourgeoisie qui veut garder son pouvoir. On a une constitution de la classe ouvrière au fur et à mesure du 19e siècle. C'est là qu'on le voit dans les révoltes des canuts à Lyon. Alors on va construire des forts autour de Lyon qui vont être tournés vers la ville et non pas vers l'extérieur. Si jamais les ouvriers se soulèvent à nouveau, on leur casse la gueule. Donc on a vraiment une infrastructure militaire qui est construite pour pouvoir écraser le peuple s'il a un peu trop de velléité de révolte. Donc on voit bien qu'en fait il y a une tension extrêmement forte entre un peuple qui voudrait prendre sa destinée en main par la force si nécessaire, mais qui aimerait bien ne pas y être contraint, et de l'autre côté, une bourgeoisie qui veut absolument garder le pouvoir parce qu'elle est bien consciente qu'elle a causé une instabilité en créant ce vide-là, en flinguant un roi et en remettant en question tout l'échiquier habituel. Elle a créé ce vide, mais il va falloir qu'elle se consolide. Et pour ça, elle fera appel évidemment à la force et à la technologie. Alors les villes deviennent de plus en plus grandes, mais aussi, d'autre part, il y a un autre facteur qui se passe en même temps que tout ce que tu viens de décrire, c'est il y a le colonialisme qui devient très présent. Donc toujours pareil, question de contexte. D'un côté, la bourgeoisie qui veut garder son pouvoir. De l'autre côté, une classe ouvrière qui commence à se constituer et à prendre conscience de son autoconstitution en tant que classe sociale. Donc des réalités qui changent, des infrastructures nouvelles, des villes qui sont nouvelles. Une expansion coloniale très très forte. Donc des pillages, tout ce qui va avec, et de l'autre côté, cette petite classe populaire qui se constitue, puisqu'on a des ouvriers français, des ouvriers anglais qui vont créer en 1864 l'AIT, l'Association internationale des travailleurs, donc, qui eux sont républicains. Oui, qui eux sont républicains, ils veulent le retour de la République sur l'Empire, et c'est là qu'on va commencer à comprendre que notre échiquier politique, il est quand même très très troublé, parce qu'on a d'un côté les bonapartistes, qui sont tenants de l'Empire. On a de l'autre des monarchistes qui aimeraient bien voir revenir des rois. On a des bourgeois mais qui sont contre l'Empire et qui sont ce qu'on va appeler, nous, aujourd'hui, des républicains modérés, qui veulent une république bourgeoise, extrêmement centralisée, qui leur permet de faire le business comme ils l'ont fait à la suite de 1789, comme ils l'ont fait en 1848. Et on a, en face de ça, des républicains qu'on va appeler radicaux, qui sont, eux, par contre, partisans d'une république fédérale, décentralisée, composée par des communes, relativement indépendante. On rêve, à cette époque, dans le peuple, de la fédération des communes autonomes internationales. On est en train de repenser ce qu'est un État, en se disant que finalement les frontières, c'est pas forcément très 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 vaillant, que avoir un État très centralisé, c'est pas forcément très intéressant, et que par contre, les villes qui sont en train de grandir, d'exploser complètement, sont peut-être le noyau central autour duquel on peut constituer les peuples, et que donc on va transcender les frontières, décréter des petites unités communales autonomes, mais qui fonctionnent en réseau à l'international. C'est ça le rêve de toute une partie de la population. On est dans un rêve social, là, dans ce que tu es en train d'expliquer. Oui, c'est finalement une survivance de ce qui se passait à l'état féodal, qui a été ensuite détruit. Le commun, la commune, le communisme. Alors, c'est vrai que aussi la Révolution française de 1789 va peut-être mettre un peu à bas justement ces velléités d'indépendance parce qu'elle est très centralisée. Alors oui et non. Oui et non, parce qu'en 1789, c'est déjà un débat. C'est déjà un débat en 1789, centralisation ou fédération. C'est déjà un débat, mais on va pas rentrer dans ce débat-là maintenant. Alors, parce qu'on n'aura jamais le temps. Qu'est-ce qui se passe à Marseille parce que tu disais c'est la première commune, c'est à Marseille que ça commence. C'est Marseille bébé. Je prends un petit exemple pour qu'on comprenne un peu comment ça se passe à ce moment-là quand même. Donc on a une bourgeoisie modérée qui est contre l'Empire et qui voudrait avoir une république bourgeoise. À l'intérieur de cette bourgeoisie, on a même une petite frange de bourgeoisie plutôt intellectuelle, c'est-à-dire des artistes, des avocats, des journalistes, des politiques, etc., qui sont plutôt républicains radicaux et qui sont prêts à s'allier avec les socialistes.
Donc vous commencez à voir que le dessin il est compliqué. On a une partie de la bourgeoisie qui est prête à s'allier avec les socialistes, une autre partie de la bourgeoisie qui est contre l'Empire mais qui veut surtout pas du socialisme et qui veut absolument installer sa république bourgeoise. On a les monarchistes qui sont là-dedans comme des requins un peu à regarder à droite à gauche qui sait qu'ils vont pouvoir bouffer en premier. Et on va pouvoir prendre un peu l'exemple de ce qui se passe à Marseille à ce moment-là pour imaginer un peu la réalité des gens à ce moment-là. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce que je voulais dire, c'est qu'on change un peu les mots, mais c'est à peu près ce qu'on voit dans le paysage politique actuel. Alors, le parallèle avec entre Macron aujourd'hui et la Troisième République, il est pas déconnant et ça fait partie de ce que je vais dire tout à l'heure. Donc, me spoil pas trop. J'espère que j'aurai le temps de le dire. Donc, qu'est-ce qui se passe à Marseille à ce moment-là ? On a en 1870, donc au début de l'été, on a Napoléon III qui se sent pousser des ailes et déclare la guerre à la Prusse. Et il dit que la guerre, elle va être vite gagnée parce que ça va être vite réglé. C'est tout l'inverse de ce qui va se passer et Napoléon III va se prendre une veste monumentale et ça va même d'ailleurs flinguer son empire. Mais on n'en est pas là. En 1870, au début de l'été, il déclare la guerre, il fait le beau et il montre ses pectoraux. Sauf que il n'est pas visiblement allé suffisamment à la salle parce que ça se voit et assez rapidement les gens commencent à comprendre que c'est très dangereux de faire cette guerre avec la Prusse et que peut-être même ça met en danger la France et que peut-être même pour sauver la France il va falloir flinguer l'Empire. Et ça commence à se dire. On arrive à la fin de l'été 1870 à Marseille, en août 1870, il y a une révolte spontanée visiblement avec qui va aller jusqu'à prendre l'hôtel de ville. Okay. Donc les gens vont se révolter, vont porter les représentants républicains radicaux et les représentants du socialisme à l'époque à Marseille, ils vont les porter jusqu'à l'hôtel de ville et ils vont prendre l'hôtel de ville. Et ce qui se passe, c'est que la foule va attendre dehors, que les représentants se mettent un peu d'accord, et en fait, les républicains radicaux et les socialistes ne vont pas arriver à se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant. Résultat, en gros, ils ont pris le pouvoir, mais ils savent pas ce qu'ils vont en faire. Donc résultat, le pouvoir leur échappe très très vite, parce qu'il y a plein d'autres gens qui savent très bien ce qu'ils vont en faire du pouvoir à côté, et donc le peuple, en attendant, à force d'attendre, il se casse, et puis les représentants, ils voient qu'ils n'ont pas réussi à trouver quelque chose, et ils sont bien obligés de se barrer. Par contre, ils ont quand même renforcé leur lien. Mais ça sera partie remise. Voilà, ils ont quand même renforcé leur lien et ils ont senti que quelque chose était possible. Résultat, un mois plus tard, le 4 septembre 1870, il y a la défaite de Sedan avec Napoléon III qui se fait éclater contre un mur et qui se fait emprisonner avec 80 000 soldats, quasi toute son armée. C'est énorme. C'est énorme. Quasiment toute son armée qui se fait attraper à Sedan. Là, ça devient évident pour tout le monde en France que Napoléon III se plante monumentalement, met la France en danger et que l'Empire c'est fini. Et en fait, en moins de 24 heures, un peu plus de 24 heures, l'Empire va chuter, tomber, et la République va être proclamée. Donc on peut rêver que ça soit fini, l'Empire. Et ça, sans bruit. C'est tombé tout seul. Que l'Empire soit fini et que les royautés, ça se répète dans l'histoire. Non, mais ça se répète dans l'histoire. Les empires qui tiennent par la force et par la répression, etc., un beau jour, ils tombent tout seuls. Parce qu'ils sont pourris de l'intérieur. Mais on y reviendra. Le 4 septembre 1870, donc, on proclame la République. Il y a des cris à Marseille spontanés dans la rue qui crient « Vive la République » au moment où Napoléon tombe. Et spontanément, le peuple porte à nouveau les républicains radicaux et les socialistes à la préfecture et déclare la République. Casse sur son chemin tous les symboles de l'Empire et hisse le drapeau rouge sur la préfecture en déclarant la République. 24 heures avant Paris, parce que Paris n'a pas encore déclaré la République et n'a pas encore déclaré la chute de l'Empire. C'est la vraie commune qui commence. Et en fait, 24 heures après, ils vont recevoir une lettre de Gambetta qui est élu local. Ils vont recevoir une lettre de Gambetta qui est à Paris et qui dit « Paris déclare la République, rentrez chez vous, arrêtez vos conneries ». Donc ça vous donne une idée quand même de ce qui se passe à l'époque. Les communes elles-mêmes, toutes seules, décrètent les trucs. Les gens se lèvent d'un coup et disent on y va quoi. Maintenant on veut la République, on la déclare et on va arriver à se mettre d'accord les uns avec les autres. Mais ça vous donne une idée quand même de ce que c'est que la commune à ce moment-là. La commune à ce moment-là, c'est des gens qui s'auto-déterminent. Bon, alors en fait, cette commune, c'est l'autre possible. Il n'y a pas que l'Empire comme possible. Voilà. Et comme je vois déjà qu'on n'aura pas du tout le temps de dire tous les trucs qu'on avait prévu de dire, moi j'aimerais dire que ce qui personnellement me paraît le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'on est dans une phase de l'histoire où 1789
jusqu'à 1871, quasiment 100 ans, on a tout un moment d'incertitude avec clairement, en fait, au fond, en surface, on a l'impression, oui, c'est les républicains, oui, c'est les monarchistes, oui, c'est les bonapartistes impérialistes, oui, c'est les socialistes, etc. On a l'impression d'un gros bordel. Mais en fait, ce qui se passe, moi, à mon avis, au fond, c'est qu'on a toujours plus ou moins les mêmes qui ont le pouvoir, la bourgeoisie, qui va basculer d'une forme d'organisation à une autre pour empêcher le peuple d'atteindre ses objectifs qu'il a fixés depuis 1789, qui est du droit, de l'égalité sociale, de la justice sociale, etc. S'il faut faire des massacres pour ça, on le fera pour empêcher le peuple d'avoir ça. S'il faut prétendre faire une république, on le fera. S'il faut prétendre faire une monarchie, prétendre faire un empire, ils s'en foutent au fond. Ce qu'ils veulent, c'est surtout garder le pouvoir et empêcher le peuple de l'avoir. Parce que là, on finit bientôt. Oui, on est censé avoir fini. Ah, on est censé avoir fini. Bon, alors, je fais un truc très court pour terminer. Le parallèle avec Macron et la Troisième République est quand même intéressant. Macron lui-même a déclaré pendant son mandat, Versailles, c'est là où la République s'est retranchée quand elle était menacée. Ouais. Donc ça, c'est une déclaration. Il fallait oser quand même. Donc ça montre bien à quel camp il appartient. Macron, c'est la République bourgeoise. Hein, la République bourgeoise, quand elle se sent menacée, elle va à Versailles, c'est-à-dire chez Louis XIV, c'est-à-dire toujours les mêmes. C'est Thiers qui avait amené tout le monde à Versailles. Hein, oui. Et le gentil Thiers. Christophe Barbier a dit il y a une filiation directe entre Thiers et Macron. Ouais. En massacrant les communards, ils sauvent la République. D'accord. Donc je vous invite à réfléchir un peu à ce que c'est que la commune, à ce que c'est que la République et à ce que c'est que Adolphe Thiers / Macron / Napoléon / Louis XIV / Jules César. C'est quand même un peu tous le même truc et un peu toujours la même histoire, alors que nous en face on a... est-ce qu'il nous faut un Vercingétorix ou est-ce qu'on est tous Vercingétorix ? Allez, à bientôt. Ciao, ciao.